La Reine des Neiges d'Hans Christian Andersen. Le jardin de la femme qui savait faire des enchantements. Que devint la petite Gerda lorsqu'elle ne vit pas revenir son camarade Kay? Où pouvait-il être resté? Personne n'en savait rien. Personne n'avait vu par où il était passé. Un gamin seulement raconta qu'il l'avait vu attacher son traîneau à un autre, un très grand, qui était sorti de la ville. Personne depuis ne l'avait aperçu. Bien des larmes furent versées à cause de lui. La petite Gerda pleura plus que tous. « Il est mort, disait-elle. Il se sera noyé dans la rivière qui coule près de l'école. » Et elle recommençait à sangloter. Oh, que les journées d'hiver lui semblèrent longues et sombres. Enfin, le printemps revint, ramenant le soleil et la joie. Mais Gerda ne se consolait point. « Kay est mort, disait-elle encore. Il est parti pour toujours. »« Je ne crois pas, répondit le rayon de soleil. Il est mort. Je ne le verrai plus, dit-elle aux hirondelles. Nous n'en croyons rien, répliquèrent celles-ci. À la fin, Gerda elle-même ne le crut plus. Je vais mettre mes souliers rouges tout neufs, se dit-elle un matin, ceux que Kay n'a jamais vus. Et j'irai trouver la rivière et lui demander si elle sait ce qu'il est devenu. Il était de très bonne heure. Elle donna un baiser à la vieille grand-mère qui dormait encore, et elle mit ses souliers rouges. Puis elle partit toute seule, passa la porte de la ville et arriva au bord de la rivière. « Est-il vrai, lui dit-elle, que tu m'as pris mon ami Kay ? Je veux bien te donner mes jolis souliers de maroquin rouge si tu veux me le rendre. » Il lui parut que les vagues lui répondaient par un balancement singulier. Elle prit ses beaux souliers, qu'elle aimait par-dessus tout, et les lança dans l'eau. Mais elle n'était pas bien forte, la petite Gerda. Ils tombèrent près de la rive, et les petites vagues les repoussèrent à terre. Elle aurait pu voir par là que la rivière ne voulait pas garder ce présent, parce qu'elle n'avait pas le petit Kay à lui rendre en échange. Mais Gerda crut qu'elle n'avait pas jeté les souliers assez loin du bord. Elle s'avisa donc de monter sur un bateau qui se trouvait là, au milieu des joncs. Elle alla jusqu'à l'extrême bout du bateau et de là lança de nouveau ses souliers à l'eau. La barque n'était pas attachée au rivage. Par le mouvement que lui imprima Gerda, elle s'éloigna du bord. La fillette s'en aperçut et courut pour sauter dehors, mais lorsqu'elle revint à l'autre bout, il y avait déjà la distance de 3 pieds entre la terre et le bateau. Le bateau se mit à descendre la rivière. Gerda, saisie de frayeur, commença à pleurer. Personne ne l'entendit, excepté les moineaux, mais ils ne pouvaient pas la rapporter à terre. Cependant, comme pour la consoler, ils volaient le long de la rive et criaient « Ere, arevi, ere, arevi !» La nacelle suivait toujours le cours de l'eau. Gerda avait cessé de pleurer et se tenait tranquille. Elle n'avait aux pieds que ses bas. Les petits souliers rouges flottaient aussi sur la rivière, mais ils ne pouvaient atteindre la barque qui glissait plus vite qu'eux. Sur les 2 rives poussaient de vieux arbres, de belles fleurs, du gazon touffu où paissaient des moutons. C'était un beau spectacle, mais on n'apercevait pas un être humain. Peut-être, pensa Gerda, la rivière me mène-t-elle auprès du petit Kay ? Cette pensée dissipa son chagrin. Elle se leva et regarda longtemps le beau paysage verdoyant. Elle arriva enfin devant un grand berger planté de cerisiers. Il y avait là une étrange maisonnette dont les fenêtres avaient des carreaux rouges, bleus et jaunes, et dont le toit était de chaume. Sur le seuil se tenaient 2 soldats de bois qui présentaient les armes aux gens qui passaient. Gerda les appela à son secours. Elle les croyait vivants. Naturellement, ils ne bougèrent pas. Cependant, la barque approchait de la terre. Gerda cria plus fort. Alors sortit de la maisonnette une vieille femme qui s'appuyait sur une béquille.
Elle avait sur la tête un grand chapeau de paille enguirlandé des plus belles fleurs. « Pauvre petite, dit-elle, comment es-tu arrivée ainsi sur le grand fleuve rapide ? Comment as-tu été entraînée si loin à travers le monde ?» Et la bonne vieille entra dans l'eau avec sa béquille. Elle atteignit la barque, la tira sur le bord et enleva la petite Gerda. L'enfant, lorsqu'elle eut de nouveau les pieds sur la terre, se réjouit fort. Toutefois, elle avait quelques frayeurs de l'étrange vieille femme. « Raconte-moi, dit celle-ci, qui es-tu et d'où tu viens ?» Gerda lui fit le récit de tout ce qui lui était arrivé. La vieille secouait la tête et disait « Lorsque la fillette eut terminé son récit, elle demanda à la vieille si elle n'avait pas aperçu le petit quai. La vieille répondit qu'il n'avait point passé devant sa maison, mais ne tarderait sans doute pas à venir. Elle exhorta Gerda à ne plus se désoler et l'engagea à goûter ses cerises et à admirer ses fleurs. « Elles sont plus belles, ajouta-t-elle, que toutes celles qui sont dans les livres d'images. Et de plus, j'ai appris à chacune d'elles à raconter une histoire. » Elle prit l'enfant par la main et la conduisit dans la maisonnette dont elle ferma la porte. Les fenêtres étaient très élevées au-dessus du sol. Les carreaux de vitre étaient, avons-nous dit, rouges, bleus et jaunes. La lumière du jour, passant à travers ces carreaux, colorait tous les objets d'une bizarre façon. Sur la table se trouvaient de magnifiques cerises, et Gerda en mangea autant qu'elle voulut. Elle en avait la permission. Pendant qu'elle mangeait les cerises, la vieille lui lissa les cheveux avec un peigne d'or et en forma de jolies boucles qui entourèrent comme d'une auréole le gentil visage de la fillette, fréminois tout rond et semblable à un bouton de rose. « J'ai longtemps désiré, dit la vieille, avoir auprès de moi une aimable enfant comme toi. Tu verras comme nous ferons bon ménage ensemble. » Pendant qu'elle peignait ainsi les cheveux de Gerda, celle-ci oubliait de plus en plus son petit Mickey. C'est que la vieille était une magicienne. Mais ce n'était pas une magicienne méchante. Elle ne faisait des enchantements que pour se distraire un peu. Elle aimait la petite Gerda et désirait la garder auprès d'elle. C'est pourquoi elle alla au jardin et toucha de sa béquille tous les rosiers. Et tous, même ceux qui étaient pleins de vie, couverts des plus belles fleurs, disparurent sous terre. On n'en vit plus trace. La vieille craignait que, si Gerda apercevait des roses, elles lui rappelassent celles qui étaient dans la caisse de la mansarde. Alors, l'enfant se souviendrait de Kay, son ami, et se sauverait à sa recherche. Quand elle eut pris cette précaution, elle mena la petite dans le jardin. Ce jardin était splendide. Quel parfum délicieux on y respirait. Les fleurs de toute saison y brillaient de plus vif éclat. Jamais, en effet, dans aucun livre d'images, on n'en avait pu voir de pareil. Gerda sautait de joie. Elle courut à travers les parterres jusqu'à ce que le soleil se fût couché derrière les cerisiers. La vieille la ramena alors dans la maisonnette. Elle la coucha dans un joli petit lit au coussin de soie rouge brodé de violettes. Gerda s'endormit et fit des rêves aussi beaux qu'une reine le jour de son mariage. Le lendemain, elle retourna jouer au milieu des fleurs dans les chauds rayons du soleil. Ainsi se passèrent bien des jours. Gerda connaissait maintenant toutes les fleurs du jardin. Il y en avait des centaines. Mais il lui semblait parfois qu'il en manquait une sorte. Laquelle ? Elle ne savait. Voilà qu'un jour, elle regarda le grand chapeau de la vieille avec la guirlande de fleurs. Parmi elles, la plus belle était une rose. La vieille avait oublié de l'enlever. On pense rarement à tout. « Quoi ?» s'écria aussitôt Gerda. « N'y aurait-il pas de rose ici ? Cherchons !» Elle se mit à parcourir tous les parterres. Elle eut beau fureter partout, elle ne trouva rien.
Elle se jeta par terre en pleurant à chaudes larmes. Ses larmes tombèrent justement à l'endroit où se trouvait un des rosiers que la vieille avait fait rentrer sous terre. Lorsque la terre eut été arrosée de ses larmes, l'arbuste en surgit tout à coup, aussi magnifiquement fleuri qu'au moment où il avait disparu. À cette vue, Gerda ne se contint pas de joie. Elle baisait chacune des roses, l'une après l'autre. Puis, elle pensa à celle qu'elle avait laissée devant la fenêtre de la mansarde, et alors elle se souvint du petit quai. « Dieu, dit-elle, que de temps on m'a fait perdre ici, moi qui étais partie pour chercher Quai, mon compagnon. Ne savez-vous pas où il pourrait être ?» demanda-t-elle aux roses. « Croyez-vous qu'il soit mort ?»« Non, il ne l'est pas, répondirent-elles. Nous venons de demeurer sous terre. Là sont tous les morts, et lui ne s'y trouvait pas. »« Merci, grand merci, dit Gerda. Elle courut vers les autres fleurs. S'arrêtant auprès de chacune, prenant dans ses mains mignonnes leur calice, elle leur demanda « Ne savez-vous pas ce qu'est devenu le petit quai ?» Les fleurs lui répondirent. Gerda entendit les histoires qu'elle savait raconter, mais c'étaient des rêveries. Quant au petit quai, aucune ne le connaissait. Que disait donc le lys rouge? Entends-tu le tambour? Boum, boum. Toujours ces deux sons. Toujours boum, boum. Entends-tu le chant plaintif des femmes? Les prêtres qui donnent des ordres? Revêtue de son grand manteau rouge, la veuve de l'hindou est sur le bûcher. Les flammes commencent à s'élever autour d'elle et du corps de son mari. La veuve n'y fait pas attention. Elle pense à celui dont les yeux jetaient une lumière plus vive que ces flammes, à celui dont les regards avaient allumé dans son cœur un incendie plus fort que celui qui va réduire son corps en cendres. Crois-tu que la flamme de l'âme puisse périr dans les flammes du bûcher? Comment veux-tu que je le sache? Dit la petite Gerda. Mon histoire est terminée, dit le lys rouge. Que raconta le liseron? Sur la pente de la montagne est suspendu un vieux donjon. Le lierre pousse par touffes épaisses autour des murs et grimpe jusqu'au balcon. Là se tient debout une jeune fille. Elle se penche au-dessus de la balustrade et regarde le long de l'étroit sentier. Quelle fleur dans ces ruines! La rose n'est pas plus fraîche et ne prend point avec plus de grâce à sa tige. La fleur du pommier n'est pas plus légère et plus aérienne. Quel doux froufrou dans ses vêtements de soie! Ne vient-il donc pas? Murmure-t-elle. Est-ce de quai que tu parles? Demanda la petite Gerda. Non, il ne figure pas dans mon conte, répondit le liseron. Que dit la petite Perce-Neige? Entre les branches, une planche est suspendue par des cordes. C'est une escarpolette. Deux gentilles fillettes s'y balancent. Leurs vêtements sont blancs comme la neige. À leur chapeau flottent de longs rubans verts. Leur frère, qui est plus grand, fait aller l'escarpolette. Il a ses bras passés dans les cordes pour se tenir. Une petite coupe dans une main, un chalumeau dans l'autre, il souffle des bulles de savon. Et tandis que la balançoire vole, les bulles aux couleurs changeantes montent dans l'air. En voici une au bout de la paille. Elle s'agite au gré du vent. Le petit chien noir accourt et se dresse sur les pattes de derrière. Il voudrait aller aussi sur la balançoire, mais elle ne s'arrête pas. Il se fâche. Il aboie. Les enfants le taquinent et pendant ce temps, les jolies bulles crèvent et s'évanouissent. C'est gentil ce que tu contes là, dit Gerda à la Perce-Neige. Mais pourquoi ton accent est-il si triste? Et le petit quai? Tu ne sais rien de lui non plus? La Perce-Neige reste silencieuse. Que raconte l'Hyacinthe? Il y avait 3 jolies sœurs habillées de gaze, l'une en rouge, l'autre en bleu
la dernière en blanc. Elle dansait en rond à la clarté de la lune sur la rive du lac. Ce n'étaient pas des elfes, c'étaient des enfants des hommes. L'air était rempli de parfums enivrants. Les jeunes filles disparurent dans le bois. Qu'arriva-t-il? Quel malheur les frappa? Voyez cette barque qui glisse sur le lac. Elle porte 3 cercueils où les corps des jeunes filles sont enfermés. Elles sont mortes. La cloche du soir sonne le glas funèbre. Sombre Hyacinthe, interrompit Gerda, votre histoire est trop lugubre. Elle achève de m'attrister. Dites-moi, mon ami qui est-il mort comme vos jeunes filles? Les roses disent que non. Et vous, qu'en dites-vous? Cling, clang, répondirent les hyacinthes. Le glas ne sonne pas pour le petit quai. Nous ne le connaissons pas. Nous chantons notre chanson, nous n'en savons point d'autre. Gerda interrogea la dent de lion qu'elle voyait s'épanouir dans l'herbe verte. Tu brilles comme un petit soleil, dit-elle. Sais-tu où je pourrais trouver mon camarade de jeu? La dent de lion brillait en effet sur le gazon. Elle entonna une chanson, mais il n'y était pas question de quai. Dans une petite cour, dit-elle, un des premiers jours du printemps, le soleil du bon Dieu dardait ses doux rayons sur les blanches murailles, au pied desquelles se montrait la première fleur jaune de l'année, reluisante comme une pièce d'or. La vieille grand-mère était assise dans un fauteuil. Sa petite fille accourut et embrassa la grand-mère. Ce n'était qu'une pauvre petite servante. Eh bien, son baiser valait seul plus que tous les trésors du monde, parce qu'elle y avait mis tout son cœur. Mon histoire est finie. Je n'en ai pas appris davantage. Pauvre grand-mère, soupira Gerda. Elle me cherche. Elle s'afflige à cause de moi, comme je le faisais pour le petit quai. Mais je serai bientôt de retour et je le ramènerai. Laissons maintenant ces fleurs, les égoïstes. Elles ne sont occupées que d'elles-mêmes. Sur ce, elle retrousse sa petite robe pour pouvoir marcher plus vite. Elle court jusqu'au bout du jardin. La porte était fermée. Mais elle pousse de toutes ses forces le verrou et le fait sortir du crampon. La porte s'ouvre et la petite se précipite, pieds nus, à travers le vaste monde. 3 fois, elle s'arrêta dans sa course pour regarder en arrière. Personne ne la poursuivait. Quand elle fut bien fatiguée, elle s'assit sur une grosse pierre. Elle jeta les yeux autour d'elle et s'aperçut que l'été était passé et qu'on était à la fin de l'automne. Dans le beau jardin, elle ne s'était pas rendu compte de la fuite du temps. Le soleil y brillait toujours du même éclat et toutes les saisons y étaient confondues. Que je m'y suis attardée, se dit-elle. Comment? Nous voici déjà en automne. Marchons vite. Je n'ai plus le temps de me reposer. Elle se leva pour reprendre sa course. Mais ses petits membres étaient roidis par la fatigue et ses petits pieds meurtris. Le temps d'ailleurs n'était pas encourageant. Le paysage était dépourvu d'attrait. Le ciel était terne et froid. Les saules avaient encore des feuilles, mais elles étaient jaunes et tombaient l'une après l'autre. Il n'y avait plus de fruits aux arbres, excepté les prunelles qu'on y voyait encore. Elles étaient âpres et amères. La bouche, en y touchant, se contractait. Que le vaste monde avait un triste aspect, que tout y semblait gris, morne et maussade.